Les grandes démocraties mondiales se mobilisent pour dénoncer la mascarade d'Urban, qu'aujourd'hui, l'agenda de l'ONU sur un certain nombre de questions est un agenda qui est biaisé. C'est le moins qu'on puisse dire. Arié Bensemoun, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'avoir répondu présent à notre appel et nous voulions solliciter votre réaction après la décision du président français annoncée en fin de semaine selon laquelle la France ne participera à cette participera pas à la nouvelle conférence de Durban qui doit se tenir dans quelques semaines. Alors pourquoi le président a pris cette décision ? D'abord parce qu'il n'y avait pas d'autre décision à prendre. C'était la seule position tenable pour la France après celle qu'ont prise d'autres démocraties comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, le Canada. Les grandes démocraties mondiales se mobilisent pour dénoncer la mascarade d'Urban, celle que nous connaissons, qui a eu lieu il y a 20 ans maintenant, puisqu'il s'agit toujours d'ailleurs, parce que cette conférence est toujours programmée et elle est toujours portée par les Nations Unies, sauf qu'elle le sera sans un certain nombre d'autres grandes démocraties, dont la France, nous le savons depuis maintenant quelques jours, et nous espérons que beaucoup d'autres pays vont rejoindre cette décision qui a déjà été prise, adoptée par des grandes démocraties. Alors, tout simplement, il y a 20 ans, rappeler à nos auditeurs, la conférence de Durban censée faire le point et finalement relancer une grande campagne mondiale contre le racisme qui s'est transformée en une grande conférence pour promouvoir l'antisionisme, une certaine forme d'antisémitisme comme étant la forme la plus aboutie finalement de l'antiracisme, et où la détestation d'Israël et du peuple juif ont pris une dimension qui n'avait encore jamais été atteinte depuis la Deuxième Guerre mondiale, même si on le sait, que les organisations pro-palestiniennes et d'extrême gauche avaient fait beaucoup déjà, et on se souvient de la résolution sionisme égale racisme qui avait été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui avait suscité beaucoup de tensions, avait été déjà d'une certaine manière porter les prémices de cette grande campagne qui a commencé à se déchaîner il y a 20 ans, au donc début des années 2000. On se rappelle le contexte, celui de la seconde intifada, quelques jours avant les attentats contre le World Trade Center, c'est-à-dire l'arrivée au devant de la scène internationale de l'islam radical et du djihadisme sous la forme la plus brutale et la plus violente, telle que d'ailleurs nous la connaissons depuis maintenant une vingtaine d'années. Et donc il n'y avait pas d'autre solution pour la France que de prendre cette décision, bien que ce n'était pas une décision si évidente que ça. C'est évident que ça. C'est-à-dire il a fallu travailler là aussi au corps à corps, on va dire, la diplomatie française. Travailler, oui. Et c'est-à-dire il y a toujours un problème de compréhension même à ce niveau-là, c'est-à-dire même avec ce qui s'est passé il y a 20 ans. Il y a toujours deux logiques qui s'affrontent. Oui. Il y a deux logiques qui s'affrontent, Daniel. Il y a celle des diplomates qui ont leur manière de penser, qui ont leur méthode de travail, dont le métier c'est de faire de la diplomatie, et la diplomatie, on le sait, c'est cette capacité que doit avoir n'importe quel pays de pouvoir parler finalement à tout le monde, aux amis comme aux ennemis, la différence étant que l'on ne parle pas de la même manière à ses amis qu'avec ses ennemis, et vous vous souvenez de cette formule, on dit lorsque l'on veut déjeuner ou dîner avec le diable, il faut se munir d'une très longue cuillère. Et donc ça dépend de la manière de faire. Mais les diplomates sont toujours tentés d'aller au bout de leur logique et de dire une conférence internationale, on ne pratique pas la politique de la chaise vide, on y va, on regarde, on s'adapte, on conteste si nécessaire, mais la politique c'est autre chose. Donc ce sont ces deux logiques qui s'affrontent. Le président de la République, il est le gardien de la Constitution, des institutions. Il est le chef suprême de la diplomatie. On sait, et on le sait depuis François Mitterrand notamment, la politique étrangère de la France, c'est la chasse gardée du président de la République, qui est aussi le chef des armées. Donc les deux se rejoignent. Et donc il a fallu se battre, oui, parce qu'il a fallu expliquer aux politiques que ce que les diplomates étaient en train, quand je dis des diplomates, je dis un certain nombre de diplomates étaient en train d'imaginer, était absolument inacceptable. Ce genre de conférence n'a rien de vertueux. C'est une tribune offerte à ceux qui veulent ruiner la dimension universelle des valeurs que nous portons et du combat que nous devons mener contre le racisme et contre l'antisémitisme. On ne mène pas ce combat depuis une position ghettoisée,
qui est celle des indigénistes, des racialistes, qui est celle des islamistes et de la compréhension que l'on peut avoir de ce qu'est l'islamisme dans le monde comme étant une source de revendication naturelle. Donc il y avait là un combat qu'il fallait mener, que nous avons mené, nous avec d'autres, évidemment. C'est un combat qui a été mené de manière globale cette décision tant attendue est arrivée et nous pouvons que nous en féliciter. Alors Ariel, c'est un combat, vous parlez de combat, de bataille, c'est un combat qui est mené, on va dire, essentiellement face à l'ONU, parce que c'est l'ONU qui est à la tête, qui est à l'initiative de cette conférence. Est-ce que on peut dire que en 20 ans, il y a eu des changements de la part de la perception, on va dire. Le fait qu'il y ait tant de pays démocratiques comme la France et la Grande-Bretagne qui aient décidé d'annuler leur participation, est-ce que c'est une forme de preuve, de reflet d'un changement dans la perception que ces pays ont de l'ONU aujourd'hui et du rôle que l'ONU doit avoir ? Bien sûr, rappelez-vous de ce que disait le général de Gaulle à propos de ce grand machin. Alors que l'ONU, c'est toujours un grand machin. C'est 192 pays représentés. La plupart de ces pays ne sont pas des démocraties. Loin s'en faut pour certains. C'est parfois même des dictatures assez radicales, assez sanguinaires. Et le principe de l'ONU, c'est un pays, une voix. Bon, sur le papier, c'est bien gentil, mais dans la réalité, on voit bien que ça crée des déséquilibres extrêmement importants et qu'aujourd'hui, l'agenda de l'ONU sur un certain nombre de questions est un agenda qui est biaisé. C'est le moins qu'on puisse dire. On l'a vu sur la question des droits de l'homme avec le Conseil des droits de l'homme qui se positionne systématiquement contre Israël et qui vient en soutien et en support de tous les États les plus radicaux, les plus iniques de la planète. C'est un combat sur la question de Durban. C'est un combat à double détente. Le premier, c'est sur les pays qui doivent ou ne doivent pas, ou qui participeront ou ne participeront pas. Ce combat-là, il n'est pas encore terminé, mais il est en passe d'être gagné, puisque les grandes démocraties ont décidé de boycotter, de ne pas participer à cette conférence. Maintenant, il y a une chance, Ariel, il y a une chance qu'elle soit purement et simplement annulée, cette conférence, ou c'est peu probable? Alors c'est le deuxième combat qu'il faut mener. C'est de dire maintenant aux Nations Unies, vous ne pouvez pas continuer à porter ce projet, qui est une mascarade, qui est encore une fois l'occasion qui sera donnée aux plus radicaux d'avoir de tenir tribune contre Israël et au-delà d'Israël, parce que il faut lire et relire le papier que j'ai partagé cette semaine de Bernard-Henri Lévy, qui a été publié par Le Point, qui a été publié également en anglais ou par le Jérusalem Post, qui rappelle une chose, que cette question de Durban ne concerne pas que les Juifs, c'est une attaque frontale portée contre l'universel, contre tous les citoyens du monde, contre toutes les démocraties. Ce qui se passe est extrêmement grave. Ce n'est pas, encore une fois, qu'une question qui concerne les Juifs ou qui ne concerne que l'antisémitisme, c'est une remise en cause des fondamentaux sur lesquels l'ONU même a été fondée. Et je pense que cela doit nous faire à tous réfléchir et réagir. Très important que la France en soit retirée. Ce n'est pas gagné parce que la France avait participé à toutes les réunions préparatoires. C'est toujours mauvais signe. Quand on participe aux réunions préparatoires de ce genre de conférence, c'est qu'on se prépare à y participer. Eh bien, la décision, elle a été arbitrée au plus haut niveau par le président de la République, qui n'a pas considéré que c'était une affaire qui relevait uniquement de la compréhension ou de la décision des diplomates et qui s'est investi personnellement pour que la France n'y aille pas. Et donc le combat continue pour faire en sorte que cette conférence soit annulée, ou si elle ne devait pas l'être, qu'elle soit la plus rabougrie possible et que personne de sérieux n'y aille vraiment, pour qu'elle n'ait aucune valeur et qu'elle n'ait aucune influence sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Je rappelle qu'il y a 20 ans, ça avait ouvert la voie au terrorisme djihadiste international. Qu'est-ce qui se passerait ou qu'est-ce qui se passera aujourd'hui si cette conférence devait être un, entre guillemets, succès, donc un échec par rapport aux valeurs que nous défendons? Nous n'osons pas y penser et nous préférons nous concentrer sur le fait que cette conférence ne devrait pas avoir lieu. Alors, Ariel, je voudrais vous faire réagir également sur la décision
du chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid hier de réduire, on va dire, le niveau des relations diplomatiques entre Israël et la Pologne après la ratification par le président Duda de cette fameuse loi très controversée qui de facto interdit de réclamer des biens spoliés par les Polonais pendant la Shoah. Quelle est votre réaction, vous, en tant que directeur général d'Elnet? Est-ce que vous pensez que c'était une mesure que le chef de la diplomatie devait prendre, une mesure qui est, il faut l'avouer, qui est rarissime quand même? Oui, c'est une mesure. Alors, d'abord, c'est une affaire extrêmement compliquée qui traîne au Parlement polonais et avec les différents gouvernements qui se sont succédés ces dernières années, et qui suscite, à juste raison d'ailleurs, l'ire de la diplomatie israélienne et de la classe politique israélienne, parce que on ne touche pas à la mémoire de la Shoah, et que toute tentative de la minimiser, de la relativiser, est déjà une forme de négationnisme qui nous est absolument insupportable. Et je pense que sur les principes, le gouvernement israélien a raison de ne rien laisser passer. Pour le reste, nous sommes là face à une situation où on a un gouvernement polonais extrêmement... on va dire conservateur, nationaliste, populiste, que l'on pourrait même qualifier de gouvernement illibéral. C'est une tendance qui se développe à l'est de l'Europe et qui doit nous préoccuper et sur laquelle nous devons travailler. Il ne s'agit pas, à mon avis, simplement de jeter l'anathème sur ces pays qui ont leur propre histoire, qui ont leur propre tourment, et qui sont confrontés à un certain nombre d'enjeux et de difficultés. Alors, il faut rester extrêmement ferme sur les principes, c'est ce que je viens de dire, c'est ce que fait le gouvernement israélien, mais pour le reste, je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, et je ne crois pas que ce soit une bonne méthode que de rompre les relations, ou en tout cas de couper les contacts et de réduire le niveau de l'interaction qu'il peut y avoir avec le gouvernement polonais, même si nous avons beaucoup de sujets à mettre sur la table. Rappelez quand même que la loi, là encore, ne concerne pas, évidemment, que les Juifs ou les biens spoliés pendant la Shoah. Ça concerne tous les biens qui ont été, depuis la Seconde Guerre mondiale, en passant par la période communiste, gelés, qui ont été confisqués par l'État de l'époque, et qui aujourd'hui font l'objet d'un certain nombre de démarches de la part d'un grand nombre de Polonais. La question des revendications des biens spoliés aux Juifs pendant la Shoah ne représente, entre guillemets, qu'1% de ces revendications-là. Donc il faut que les choses soient dites avec force sur les principes, mais il faut relativiser, parce que je crois que nous avons besoin de renforcer cette relation avec les Polonais, faire ce travail de pédagogie et d'éducation qui peut-être n'a pas été fait suffisamment, et trouver les moyens de sortir de cette crise, si je peux me permettre de le dire ainsi, par le haut, en trouvant des accords, puisque là, encore une fois, nous sommes dans le 1% de sujets qui concernent la globalité de ces problèmes-là. Et donc dire à ceux qui nous écoutent, et c'est très important qu'ils le sachent, ce n'est pas une loi contre la Shoah, ce n'est pas une loi contre les Juifs, mais c'est une loi générale qui concerne évidemment aussi les biens qui ont été spoliés aux Juifs. Rappelez quand même qu'il y avait 3,5 millions de Juifs qui vivaient en Pologne avant la Deuxième Guerre mondiale, et que la plupart des Juifs qui vivaient là-bas ont été exterminés par les nazis, les Allemands et leurs complices polonais, et que par conséquent, évidemment, c'est une affaire qui doit être prise très au sérieux. Mais je le dis encore une fois, il faut le faire avec un certain niveau de pédagogie, parce que la Pologne, c'est un partenaire important pour l'État d'Israël, à l'est de l'Europe, et je pense qu'on doit tout faire pour préserver cette relation, sans pour autant, comme je viens de le dire, céder sur les principes auxquels nous sommes tellement attachés. Merci beaucoup à Aryeh Ben-Zemoun, directeur général d'Elnet Europe, d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne journée, Shavua Tov. Merci Daniel, Shavua Tov.